Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Best of, l'émission qui parle du meilleur de ce que je préfère dans les mangas, l'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui on va causer de dessins animés, et pas de n'importe quel dessin animé, non, les dessins animés du bon vieux temps, biatch. Les années 80-90, l'époque bénie des émissions jeunesse, du Club Dorothée, de Sa Cartoon, d'M6 Kid, les Minicums et bien d'autres trucs. Mais aussi et surtout l'âge d'or des dessins animés, qu'ils soient japonais, américains ou français. On en bouffait matin, midi et soir tous les jours de la semaine et on kiffait notre race. C'est cette époque qui a construit les geeks et otaku d'aujourd'hui, c'est cette époque que chacun de nous chérit en tout point. Quiconque s'en souvient encore ne peut qu'être d'accord avec moi, que malgré les doublages foireux, les génériques débiles, sauf ceux de Bernard Minet parce que ce mec est un dieu vivant, cette époque était absolument parfaite et qu'on est tous de sacrés vénards d'avoir pu grandir en ces temps merveilleux, abreuvés de dessins animés fantastiques. C'est vrai, les gamins d'aujourd'hui, ils ont quoi à la télé? Les gens de la télé-réalité? Monde de merde. Alors aujourd'hui, on va se payer une bonne tranche de nostalgie des jours heureux et des temps bénis. On va parler des 11 dessins animés que j'ai le plus kiffé quand j'étais petit. Bon, je préfère être clair tout de suite, pour des raisons évidentes, je ne mettrai pas Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac et Ranma 1/2 dans Stop, sinon ça serait trop facile. Ouais, je les ai quand même mis sur la miniature, mais là c'est parce que tu t'es fait niquer, c'est pour ça. Là, on va causer dessins animés au sens large, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, ce top sera totalement personnel et totalement subjectif, donc si tu pouvais éviter les commentaires du genre t'as oublié de parler de ce dessin animé là? Ta gueule, j'oublie rien, je parle juste de ce que j'ai envie, c'est tout, fais pas chier. Mais évidemment, maintenant que j'ai dit ça, il y en a qui vont faire exprès de marquer ce commentaire pour me casser les couilles en se croyant super drôle et super fin et subversif alors qu'en fait pas du tout. Je vous méprise tellement, mais alors tellement. Bref, c'est parti pour le top 11 des dessins animés de mon enfance. Oh yeah. Numéro 11, Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Ouais, c'est sérieux et j'ai même pas honte. Pour résumer vite fait, c'est l'histoire de Lucille. Son père a un restaurant et elle est amoureuse de Tristan, le compositeur des Beehive. Mais en fait, elle finit par préférer Mathias, le chanteur, qu'elle détestait au départ, mais au final non. Il se passe plein de trucs et tout et tout. Et il y a aussi Benjamin et son chat chelou. J'adore ce putain de dessin animé. C'était doublé avec le cul, les voix des persos changeaient d'un épisode sur l'autre, les traductions n'ont souvent aucun sens, c'est super kitsch et à l'eau de rose, et pourtant je pourrais me taper tous les épisodes en une journée avec un sourire de débile tout du long. Parce que cette débilité, ce kitsch, c'est ce qui fait son charme au final. Quand j'étais petit, genre 4 ou 5 ans, peut-être moins, je trouvais que Mathias pétait la classe de ouf et je rêvais d'avoir la même coupe de cheveux. J'étais petit, d'accord? À cet âge-là, on a droit d'avoir des goûts capillaires de merde. Je ne peux pas être objectif quand je cause de ce dessin animé parce que je kiffe la moindre imperfection. La voix casse-couille de Benjamin, le chat qui parle on sait pas trop pourquoi, Lucille qui ne fait rien d'autre que regarder Mathias avec des grands yeux qui brillent, les dialogues qui n'ont aucun sens. Et bordel, ça fait 20 ans que ce bâtard me file la dalle avec ses espèces d'omelettes à la con, ça a l'air trop bon putain. Mais s'il y a une raison pour laquelle je surkiffe cet animé, c'est les Beehive. Les motherfucking Beehive, ma gueule. De toute façon, moi musicalement c'est pas compliqué, il y a Michael Jackson, Bernard Minet et les motherfucking Beehive, Michael. Ok, les paroles sont bidons, mais les musiques elles déchirent leur race, putain. Écoute-moi ça, bordel. Je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Et j'ai le cœur qui bat, baby, chaque fois que je te vois, baby. I love you, ces paroles. I love you sont des mots qui volent pour les chanteurs. Et le générique aussi, il était cool quand même. Oh Lucille, embrasse-moi, on a passé l'âge des enfantillages. Lucille, embrasse-moi. Je sais très bien que t'as chantonné la suite, fais pas style de me juger. C'est bizarre, j'ai l'étrange impression d'avoir perdu quelque chose. Je crois que c'est ta crédibilité. Ah. Numéro 10, Rémi sans famille. Je vais quand même pas te faire l'affront de te présenter Rémi sans famille quand même. Rémi sans famille est un cas assez à part dans ce classement, car quand j'étais petit, je détestais ce dessin animé. Parce que c'était super triste et cruel. Toi, t'as sûrement été traumatisé par Princesse Sarah, et ben j'ai qu'une chose à te dire. Petite bite. Rémi, lui, il en a vraiment chié. Il a été vendu par son père à Vitalis, un putain de troubadour à la con. En plus, après le vieux il crève, les chiens ils crèvent aussi bouffés par les loups dans la neige. Et bordel joli cœur, le petit singe trop cool, il meurt aussi au cours d'un spectacle. Ensuite, il est adopté par
par une famille sympa, il vit avec eux pendant quelques temps. Puis la famille a des emmerdes et le père finit en tôle. Du coup Rémi redevient Clodo. Il manque de crever dans une mine, puis atterrit dans une autre famille de gros psychopathes. Bref, il a que des emmerdes ce gosse. Et pourtant je ne loupais pas un épisode, parce que cet animé a quelque chose d'envoûtant. C'est vrai, quand on est gosse, on n'a pas l'habitude d'être confronté à la tragédie et à la misère. En tout cas dans les dessins animés. Et c'est peut-être ça qu'on cherchait en matant ce dessin animé. Quelque chose qui nous cachait rien. Quelque chose qui nous prenait pas pour des petites choses innocentes et fragiles. Quelque chose qui ne nous faisait pas rêver, mais qui nous apprenait que quelquefois la vie c'est dur et qu'il faudra se battre pour réussir. Ouais. Et surtout ce putain de générique! Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi c'est celle que j'ai choisie car on a besoin d'affection dans la vie. Ce que je kiffais surtout, c'était le tout début du générique, là où il parle avec un putain d'accent de parigot, là. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Numéro 9, les Looney Tunes. Bon, là, on va causer Looney Tunes, alors je vais être obligé de te balancer ça. Il veut pas aller à l'école demain. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Pardon, j'ai eu un flashback. Les Looney Tunes, c'est d'ailleurs tous les autres cartoons qui passaient dans sa cartoon, l'émission du dimanche au clair sur Canal+, présentée par Philippe Dana. Je suis absolument désolé pour cette blague de merde, mais ça fait 10 ans que je l'ai dans la tête et là l'occasion de la sortir était trop belle. Ouais, j'ai fait cette vidéo exprès pour la sortir en fait. Pardon. Sa cartoon, c'est le légendaire Bugs Bunny qui se foutait de la gueule de tout le monde en grignotant une carotte, et mine de rien, il était un peu sadique sur les bords. Mais je ne connais pas de lapin plus cool que lui. Continue ta vidéo. D'accord. Daffy Duck, toujours à gueuler sur tout le monde et à faire des choses cheloues avec son bec. Titi et Gros Minet, c'est des connasses de mémé, j'ai jamais pu l'encadrer celle-là. Sam le pirate, qui était plus souvent un cow-boy qu'un pirate. Elmer le chasseur nul à chier, et surtout Bip Bip et Coyote. Comment un coyote peut se payer tous ses gadgets? Et Acme, c'est une vraie marque? Ces questions me hantent! Et bien évidemment, je suis bien obligé de citer les fameux Tom et Jerry qui clôturaient chaque émission. C'était drôle, c'était inventif, c'était surprenant, et ça nous remontait le moral et nous filait la patate pour retourner à l'école le lendemain. Bref, ça cartoon, ça cartonne. Oh, je viens de comprendre le jeu de mots. Le monde est différent à présent! Numéro 8, et Arnold. Et Arnold, c'est pas spécialement super connu, alors petit résumé vite fait. Cette série nous raconte les aventures d'Arnold, un gamin de 8 ans avec une tête en forme de ballon de rugby. Salut! Qui vit dans une pension tenue par ses grands-parents. Il y a son pote Black Gerald, qui est sans doute le fils caché de Carl et de Marge Simpson, Sid et Stinky, les deux débiles qui rigolent tout le temps, on sait pas trop pourquoi, le gros, et surtout il y a Helga Pataki qui passe son temps à se moquer d'Arnold, mais qui est en secret totalement obsédé par lui, mais level flippant. Salut! T'es célib? Pourquoi je kiffe ce dessin animé? Pour les persos complètement débiles et fun, tellement représentatifs des différents gamins qu'on pourrait croiser dans notre quartier. Le gros, le grand con, le pseudo-voyou, la fille bizarre, le pinocchio flippant, la moche, la chinoise, le black avec la tchatche et le petit gamin avec une tête marrante mais que tout le monde aime. Mais surtout j'adorais les histoires, qui étaient toutes simplettes mais tellement bien foutues. Souvent c'était très drôle, très innocent, parfois c'était cynique et parfois c'était assez mélancolique. Encore une fois c'était un dessin animé qui nous prenait pas pour des cons, qui arrivait à nous parler, nous faire passer des messages tout en restant accessible et sacrément divertissant. Et j'adorais surtout les débuts d'épisodes dans l'imagination d'Arnold, qui se concluait toujours par « Hey Arnold !» Quand j'ai rematé quelques épisodes, j'ai remarqué qu'ils y glissaient pas mal de références à la pop culture, de Star Wars ou au Parrain par exemple, ou de trucs du genre, et ça c'était vachement cool. Oh yeah! Tuez-moi, pitié. Numéro 7, Tom Sawyer. Ok. Envoie. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Et maintenant tu vas l'avoir dans la tête pendant des heures et des heures. De rien. Tom Sawyer... Ah merde, ça se retourne contre moi. Tom Sawyer, c'est toujours giga énorme. Ses personnages ont en couleur, ses aventures trépidantes, Huckleberry Finn et sa maison de clodo dans un arbre, Joe Harper, Becky, Joe l'Indien, le Mississippi, les bateaux à vapeur, l'esclavage, la ségrégation, le massacre des natifs américains, le puritanisme religieux. Le symbole de la liberté... Ah merde! On a tous rêvé de vivre à la Tom Sawyer, d'avoir des cabanes dans les arbres, d'avoir des potes clodo, de sécher l'école et de partir à l'aventure, chercher des trésors dans des mines, partir explorer les îles sur un radeau et surtout faire ce truc trop cool avec les bretelles de notre salopette. Et ça fait super mal aux couilles. Ouais, j'ai déjà porté des salopettes. Salopette, il est chelou ce mot, on dirait que tu traites quelqu'un de salopette ou alors que c'est une abréviation de petite salope. C'est bizarre pour un nom de vêtement. Tom Sawyer, à l'inverse de Rémi, c'est le pote qu'on aurait tous voulu avoir, avec l'enfance qu'on aurait voulu avoir, à une époque à laquelle on aurait kiffé grandir.
Enfin, sauf si t'es noir, indien ou si t'es une femme. Tom Sawyer, c'est l'américain. Ah putain, ça veut pas sortir de ma tête. Numéro 6, les Razmoquettes. Bon, comme c'est un dessin animé qui met en scène des bébés, on va tout de suite se débarrasser des blagues débiles évidentes. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. Sinon, j'ai encore celle-là en stock. Ah pinaise, non j'aurais pas dû, pourquoi faut toujours que je fasse des saloperies, pourquoi je peux jamais m'arrêter, faut toujours que j'aille trop loin dans mes blagues. Les Razmoquettes racontent les aventures d'une bande de bébés qui représentent en quelque sorte les différents genres de bébés. Il y a Casse-Bonbon, le leader, le bébé intrépide et casse-cou toujours en quête de découverte. La Binocle, le bébé pleurnichard qui a peur de tout et qui en plus est un rouquin. Les Grumeaux, les jumeaux complètement dégueulasses qui bouffent n'importe quoi, genre des limaces ou des mégots de clopes. Et le bébé chinois, qui est juste une chinoise. Et bien sûr la petite peste qui adore effrayer les petits et se foutre de leur tronche, Couette Couette, aussi connu sous le nom d'Angelica. Et c'est vraiment un dessin animé trop cool qui nous fait voir le monde à travers les yeux des bébés, ça nous rappelle que quand on est petit on a une imagination de ouf. N'importe quel élément du quotidien peut devenir une véritable aventure épique dans nos petites têtes d'attardés. Genre un biberon, tu peux t'en servir comme un flingue, il suffit d'y croire. C'était drôle, c'était mignon, c'était palpitant, et bien plus subtil qu'on pourrait le penser au premier regard. En effet, la série n'hésitait pas à aborder des sujets sérieux comme l'adoption, les familles recomposées, la vieillesse, le décès et tout un tas d'autres sujets du genre. Je me suis toujours demandé, question un peu débile comme ça, pourquoi Casse-Bonbon c'est le seul qui est jamais vraiment habillé. Je veux dire, il a juste son t-shirt bleu et sa couche dégueulasse, alors que tous les autres ils ont des vrais habits, c'est bizarre quand même. Dans les années 2000, ils ont sorti une suite, les Raz Bitume, où l'on redécouvrait les mêmes personnages devenus adolescents, et franchement c'était loin d'être aussi coolesquement barré et fun. Bref, les Razmoquettes c'était loin d'être au ras des pâquerettes. Bah oui, Razmoquette, ras des pâquerettes, parce que Razmoquette c'est rase la moquette, et ras des pâquerettes ça rase des pâquerettes. C'est drôle. Numéro 5, la cour de récré. Là on est quand même sur du assez connu, pour faire simple, c'est un genre de mélange entre Hey Arnold et les Razmoquettes. On suit les aventures d'un groupe de gamins représentatif d'à peu près n'importe quel groupe de gamins moyen. Avec le gosse à casquette malicieux et cool, le binoclard propre sur lui et trouillard, le garçon manqué, le gros, la première de la classe avec de grosses lunettes et le black qui a la tchatche et qui est bon en sport. À la différence près que quasiment toutes les aventures débiles qui vivent se passent dans l'enceinte de la cour de récré, et là tu vas me dire que ça doit être chiant, mais non. Imagine une cour de récré qui est plus comme un genre de royaume où les enfants peuvent se lâcher complètement dans leur délire. La cour de récré a un roi, le roi Bob, qui dicte des lois plus débiles les unes que les autres. Il y a les maternelles qui sont comme une tribu sauvage qui cause un dialecte chelou. Il y a aussi le type qui vend tout et n'importe quoi sous son manteau. Le faillot qui cafard tout au prof et bordel ces deux mecs pourquoi ils creusent tout le temps des trous. C'est quoi le projet? Il y a aussi la surveillante complètement autoritaire et le dirlo complètement allumé et immature. Sans parler de la prof presque aussi hippie mystique que la prof du bus magique. Ce que j'adore dans ce dessin animé c'est qu'il instaure une espèce de mythologie complètement abusée mais qui est assez proche des délires qu'on pouvait se faire qu'entre potes quand on était gamin. Et tu peux être sûr que chaque personnage aura son épisode à lui à un moment ou un autre de la série, ça te montre que l'école ça peut être un endroit vraiment cool. Et encore une fois, bien qu'elle ait un côté assez loufoque, la série ne prend pas les gosses pour des débiles et arrive à aborder pas mal de sujets sérieux et à faire passer des messages aux gosses sans être moins divertissant et drôle pour autant. Ah, ça me donne juste envie de mettre mon vieux survêt Adidas à pression, de mettre mes baskets qui clignotent dans la nuit et ma bonne vieille banane pour aller faire une bonne petite partie de POC sur un bout de trottoir. Ah ouais. Les années 90 c'était aussi la puissance du marketing outrancier pour vendre des jouets, des jeux vidéo et tout plein de produits dérivés. Et quelques années avant que Pokémon vienne dévaliser les bourses de nos parents, c'était d'autres bestioles chelous qui s'en chargeaient, les Tortues Ninja. Et je ne vais pas te faire l'affront de te présenter les Tortues Ninja, tout le monde connaît les Tortues Ninja. Des tortues mutantes adolescentes, Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello, adeptes du ninjutsu, qui vivent dans les égouts avec Maître Splinter, un rat géant, qui, aidés par la reporter jaune fluo April O'Neil, combattent leur ennemi juré, Shredder et son clan des foot. Mais aussi plein d'autres ennemis, comme le roi des rats, Krang, Bebop et Rocksteady, et bien d'autres. Pourquoi est-ce que je kiffais tellement ce dessin animé? Eh bien parce que c'est les putains de Tortues Ninja. Tout est culte dans ce dessin animé, les tortues, les pizzas, les méchants, ce putain de technodrome et surtout ce générique de bâtard. On avait tous des jouets Tortues Ninja, on savait que c'était une série pour vendre des produits dérivés et on en avait strictement rien à foutre. On passait notre temps à se disputer pour savoir quelle était la meilleure des tortues, on avait tous notre préféré, moi c'était Donatello. Même les films pourris on les a tous vus 50 fois, peut-être pas celui-là non. Après ils ont même sorti une série live genre Power Rangers avec des tortues en caoutchouc et une meuf tortue bleu ciel avec des cheveux et des nibards en carapace. Qui a eu cette idée débile? Et là on se pose les mêmes questions que pour la Schtroumpfette, c'est la seule femelle de son espèce, à un moment donné elle va forcément finir par se faire gangbanger celle-là. Ouais, dans les égouts en plus, imagine en plus que le rail s'y mette. C'est dégueulasse hein. Il y avait même eu un épisode spécial où il y avait un crossover avec les Power Rangers Turbo. C'était n'importe quoi mais on a kiffé. Bref, les Tortues Ninja c'était tout et n'importe quoi, mais bordel qu'est-ce que c'était cool. Numéro 3, Ulysse 31. Ulysse 31 ma gueule, oh! Est-ce que j'ai vraiment besoin de te présenter ce dessin animé de malade mental?
Sérieux? Pour la faire courte, Ulysse, capitaine de l'Odysseus, un vaisseau spatial de l'espace avec un gros équipage, détruit le Cyclope pour sauver son fils Télémaque. Du coup, Poséidon la mauvaise, met tout l'équipage d'Ulysse en hibernation forcée et poble l'Odysseus au fin fond du cosmos, condamnant ainsi Ulysse, son fils Télémaque, Thémis la petite extraterrestre et Nono le petit robot à errer indéfiniment dans l'espace à la recherche de la Terre. Il s'agit bien évidemment d'une transposition SF de l'Odyssée d'Homère. Pourquoi c'est cool? Bah c'est Ulysse 31, je sais même pas par quoi commencer. L'univers moitié mythologique, moitié space opéra est superbe et fait beaucoup penser à Saint Seiya. Les musiques sont géniales et les couleurs sont magnifiques, le chara-design est stylisé, les vaisseaux sont stylisés et il y a de vraies bonnes idées de SF là-dedans. Ulysse pète la classe, bouclier d'énergie, ceinture jetpack, sabre laser qui fait gun laser, beubare de bonhomme et casque en forme de lion et surtout cette voix super classe. Je suis Ulysse, pourquoi? Quand j'étais petit, je trouvais qu'il ressemblait étrangement au chanteur des Bee Gees. Et le générique disco, ça a pas aidé à m'enlever cette idée de la tête. Bon, Télémaque et Thémis, ils sont casse-burnes et ils servent pas à grand chose, mais tout le reste dans ce dessin animé est génial. C'est épique, c'est drôle, c'est palpitant, c'est tragique. Y a tout dans Ulysse 31. Et c'est un dessin animé français, monsieur, ouais, enfin franco-japonais, mais français quand même. Bref, Ulysse 31, c'était vachement trop bien, et ça rime en plus. Numéro 2, Gargoyle. Gargoyle, Michael, si tu connais pas, c'était ça. Il y a 1 millier d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Statue de pierre durant le jour et guerrier durant la nuit. Nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changés en pierre pour 1 millier d'années. Maintenant, ici, à Manhattan, nous sommes délivrés de ce sortilège et nous vivons de nouveau. Nous sommes les protecteurs qui veillent la nuit. Nous sommes les gargouilles. Je dois vraiment t'expliquer après ça pourquoi c'était énorme? Des putains de gargouilles stylées qui se bastonnent à Manhattan contre des putains de robots gargouilles. Goliath, le leader qui pète la classe et la bête d'assitude avec la voix du doubleur de Morgan Motherfucking Freeman. Cette ambiance sombre et épique, ces personnages complexes, ces histoires tragiques, les méchants avec un nom super classe, Xanatos. Ouais, faut le dire comme ça, Xanatos. Ces scènes d'action dantesques, cette bestialité brute, cette écriture shakespearienne et surtout ce thème musical qui pète la classe épique. Xanatos! C'était un dessin animé qui en avait rien à battre d'être pour les gosses, qui voulait avant tout nous raconter une bonne histoire, avec de bons personnages, de bons thèmes, un dessin animé avec une vraie volonté artistique et un vrai univers. Gargoyle, c'est énorme. Et le plus étonnant, c'est qu'il s'agit d'un dessin animé Disney. Comparons donc avec d'autres dessins animés Disney de l'époque. Tic 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 et tac, ranger du risque. Tic 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 et tac, ranger du risque. Deux détectives au pair qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Tic 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 et tac. Voyons Gargoyle. Xanatos! Ouais, t'avoueras que ça fait quand même un sacré contraste, mais il faut savoir que si cette série a été créée à la base, c'est pour concurrencer le dessin animé numéro 1. Numéro 1, Batman. Batman, The Animated Series, créé par Bruce Timm, aka La Légende, est encore considéré aujourd'hui comme un pur chef-d'œuvre et comme l'une des meilleures interprétations de l'univers de Batman. Loin devant ça et même ça. Oui, monsieur! Cet animé est tellement balèze qu'il a même influencé la continuité des comics. Je suis sûr que tu kiffes le personnage d'Harley Quinn, hein? Eh ben, elle a été créée pour le dessin animé. Ça a aussi réinventé les vilains cultes comme Mr. Freeze ou Double Face. Quasiment tout ce qu'on a vu sur Batman depuis s'appuie pour beaucoup sur les bases posées par ce dessin animé. Il est considéré comme le premier dessin animé réellement sombre et sérieux. Son ton, son univers, ses thématiques, ses histoires noires et tragiques et sa réalisation, son animation de grande qualité ont redéfini les standards des séries d'animation super-héroïques ou non d'ailleurs. Fini le Batman Kitschoun d'Adam West, ici on est sur du Chevalier Noir, du vrai. Batman est un personnage torturé, tout comme chaque putain de personnage de cet animé d'ailleurs. J'ai parlé pas mal de dessins animés qui prenaient pas les gosses pour des cons. Et bien Batman non seulement c'est le premier d'entre eux, mais surtout c'est celui qui nous prenait le moins pour des cons. Je me suis rematé quelques épisodes pour cette vidéo et j'ai été absolument bluffé par la qualité d'écriture de cette série. Chaque épisode est pertinent, a quelque chose à dire et surtout tape juste. C'est typiquement le genre de série que tu dois revoir une fois adulte pour comprendre pourquoi elle te fascinait autant quand t'étais petit.
Parce que pas besoin d'avoir lu des centaines de comics ou de savoir comment une histoire est construite, même en n'ayant aucune idée de ce qu'un scénar est, quand c'est bon à ce point-là, même un gamin débile s'en rend compte. Et si aujourd'hui pour beaucoup Batman est leur super-héros préféré, c'est en grande partie pour cette série animée absolument fantastique qui a posé les bases du mythe de Batman moderne. Et bordel, je ne peux que t'encourager à découvrir ou à redécouvrir cette magnifique série, parce que même en VF elle déchire sa race. Voilà, j'espère que ce petit tour dans le passé t'aura plu, évidemment je t'invite comme d'habitude à mettre ton propre top 11 dans les commentaires, et moi je te dis à la prochaine fois. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?